Yes, merci Philippe. Voilà, super. À tout à l'heure. Et c'est enregistré. Ok, ça roule. Pas de souci. Donc, on va dire j'ai 20 minutes, 20 petites minutes, histoire de ne pas trop écourter votre pause. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents à ma session 50 nuances de pratique de développement. Alors, je tiens à vous rassurer, je ne vais pas passer en revue 50 pratiques de dev en 20 minutes. Ça va être un peu trop hardcore. Ça n'aura pas grand sens. Donc, n'ayez pas peur, vous pouvez rester. Avant de commencer, qui je suis rapidement, donc je suis un coach agile technique. Donc on va dire que je m'occupe de mettre en place des pratiques techniques. Enfin, j'aide les équipes à mettre en place des pratiques techniques qui les aident à délivrer de manière itérative et incrémentale. Je fais ça sur Luxembourg et en remote, bien évidemment, avec le Covid. Alors, cette conf, voilà, j'ai fait cette conf pourquoi? Parce que je voulais vous parler d'extreme programming. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal d'agilistes dans la salle. Extreme programming, ça doit vous parler, ou parler en tout cas à certains d'entre vous. Donc, XP, c'est quoi? XP, c'est une méthode agile qui a été, on va dire, créée dans les années 90. On retient une date, enfin, une année 95-96. C'est une méthode agile dans laquelle il y avait des pratiques de dev qui étaient associées, des pratiques d'ingénierie telles que test-driven development, le pair programming, le refactoring, etc. Donc, c'est des pratiques qui vous parlent peut-être. Et ça, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Ce qu'il faut savoir dans XP, il y a quelque chose qui a été, que les gens connaissent un petit peu moins que les pratiques, il y a aussi des valeurs. Les valeurs, c'est quoi dans XP? Rapidement, communication. Donc, on est au début des années 90. Pour reprendre ce que disait Samuel juste avant, dans ces années-là, on avait l'habitude de faire ce qu'on appelait le big design upfront. On avait l'habitude de faire des gros cahiers des charges, de faire des grosses analyses techniques, de vouloir tout designer à l'avance. Et cette approche-là, elle est venue en étant ultra disruptive. On a dit, OK, on ne veut plus dépendre de grosses documentations, de documents qui sont méga lourds et qui ne servent pas à grand-chose, mais on veut remettre la communication au centre de l'approche, au centre de la méthode. Donc la méthode, elle va se reposer sur la communication entre les membres de l'équipe, mais aussi avec les utilisateurs finaux du système qu'on va délivrer. Ce qu'il y a au centre d'XP, il y a aussi le courage, enfin la simplicité peut-être en premier, qui est réellement au centre. Pareil, pour faire écho à ce que disait Samuel, c'est au centre d'Extreme Programming, on va se focaliser dessus. On ne veut pas trop anticiper le futur, on va se focaliser sur le présent, tout en utilisant les pratiques de développement qui sont associées à XP pour être en mesure d'ajouter de nouvelles choses dans le futur de manière la plus optimale possible, la plus facile, on va dire. Un autre aspect qui est fondamental dans XP, une autre valeur, c'est le feedback. Vous le voyez ici à droite avec la représentation en boucle de feedback qu'on voit souvent associée à Extreme Programming. On a du feedback toutes les secondes, enfin toutes les X secondes, on va dire, sur le code. On a du feedback avec nos customers, avec nos utilisateurs. On a du feedback au sein de l'équipe. Enfin, on a du feedback sur les artefacts, sur les clients, sur le programme en général. On a du feedback partout. Donc, c'est vraiment au centre de la méthode. Le courage. Le courage dans XP, ça veut dire quoi? Ça veut dire on renonce à la hiérarchie et on a le courage d'être responsable de toute la chaîne de valeur. C'était assez disruptif pour l'époque, on va dire. Et le respect, une valeur qui a été ajoutée plus tard. Je pense qu'on entend tous ce que peut vouloir dire un Ken Beck avec la valeur respect. Donc ça, Extreme Programming, comme je disais, c'était il y a plus de 20 ans maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, c'est une source d'inspiration pour à la fois les équipes qui travaillent, on va dire, de manière agile, peu importe le framework, que ce soit Scrum, XP, Crystal, enfin, peu importe, mais aussi des équipes qui travaillent en waterfall. On va tous piocher un peu dans XP des pratiques de dev ou des artefacts. Typiquement, un artefact qui est bien connu, qui vient d'Extreme Programming, c'est la user story. Donc XP, pour moi, c'est une source d'inspiration. C'est une méthode agile qui se focalise vraiment sur le comment on doit faire les choses, qui est un peu extrême, d'où son nom. L'approche TDD, par exemple, est considérée comme très extrême, et c'est fait exprès. C'est une vraie source d'inspiration. Donc, du coup, je me suis dit, OK, on est maintenant en 2020, c'était il y a plus de 20 ans, XP. Qu'est-ce qu'on rajouterait dans le XP version 2020? Pour ça, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'un dev utilise ou devrait utiliser au quotidien? Et de quoi un dev, dans une équipe agile, a besoin au quotidien? Là, je me suis dit, OK, on rajouterait sûrement quelques pratiques techniques. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Il y en a plein d'autres dont j'aimerais parler, mais vous comprenez qu'en 20 minutes, ça va être compliqué. Du coup, la première. Au centre d'XP, on avait des pratiques XP. On a le pair programming. J'imagine que certains d'entre vous connaissent. L'idée, c'est de travailler en pair sur le développement d'une même fonctionnalité, collaborer en pair.
Ici, on va plus loin. C'est un concept qui a été amené par quelqu'un qui s'appelle Woody Zwil, en tout cas théorisé par Woody Zwil. L'idée, c'est de travailler tous ensemble, toute l'équipe, donc incluant Product Owner si vous êtes en Scrum, sur l'implémentation d'une feature. Donc l'idée, c'est de faire du end-to-end, donc de licitation des besoins à sa mise au développement, en passant par le testing et la mise en production, l'operating en production. Comme le dit Woody, le mob programming, c'est quoi? C'est tous les brillants cerveaux travaillant en même temps dans la même pièce, on va dire, sur le même ordinateur. Ça amène quoi? Ça amène le renforcement du collective ownership, qui est aussi au centre d'Extreme Programming. On a une responsabilité qui est collective, c'est pas ce gars-là est responsable de ça, ce gars-là est responsable de ça, etc. En équipe, on est responsable du produit. Donc ça permet de renforcer ça. On a un alignement qui est instantané. Forcément, on développe tous ensemble, on se met d'accord au moment où on implémente les choses sur comment on le fait et qu'est-ce qu'on doit faire. Ça permet de diffuser la connaissance, faire de l'upskilling. Si quelqu'un a plus de connaissances sur une partie du produit ou sur des pratiques de dev ou de la technique, il va pouvoir faire grandir les autres. Donc c'est vraiment un apprendre ensemble. Alors Woody, lui, il est un peu extrémiste sur l'approche. Il dit qu'il faut l'utiliser pour chaque feature ou user story ou produit backlog item, peu importe comment vous l'appelez. Moi, ce que je recommande dans les équipes que j'accompagne, c'est d'organiser des sessions de manière régulière, choisir des sujets à traiter en mob. Ça peut être de la code review de la code review en groupe. Ça peut être implémenter une nouvelle feature, développer cette feature, comme le préconise Woody, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, écrire de nouveaux tests ou implémenter bootstrapper un nouveau projet, ce genre de choses. Il y a d'autres pratiques que j'aimerais bien pousser dans les XP 2020, des choses qui sont peu connues, pas assez connues à mon goût en tout cas. L'approval testing, vous le connaissez peut-être sous d'autres noms, le snapshot test ou le golden master. Snapshot test peut-être plutôt pour ceux qui font du développement front. Le golden master peut-être pour ceux qui sont plus sur le back-end, hein, peu importe. L'idée c'est quoi? C'est de travailler main dans la main avec le métier pour créer, avant de développer quoi que ce soit, créer des choses qui soient approuvées par le métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une nouvelle fonctionnalité à livrer. Avant d'écrire la moindre ligne de code, je vais me mettre d'accord sur pour tel type d'entrée dans le programme, je m'attends à avoir ça. Et ça, on va le factualiser sous un format texte, par exemple. On va dire tel type d'input, je m'attends à avoir ça, tel type d'input, je m'attends à avoir ça, etc., etc. On va réellement mettre ça noir sur blanc. Peu importe le format, après ça peut être de l'XML, du JSON, ça c'est à voir. Et c'est vraiment sur base de ça, de ces input-output qu'on a approuvés avec le métier, qu'on va commencer à faire les développements. Et c'est réellement sur ce fichier qu'on a créé avec le métier qu'on va construire nos tests. Donc, c'est ce qui va servir d'input à nos tests. C'est ce qui va garantir que l'implémentation de notre fonctionnalité est correcte ou non. L'approval test, ça permet quoi? Pour les développeurs, alors là, vous allez être contents parce qu'en général, quand on est développeur, la partie assert de notre test, elle est toujours assez rébarbative à écrire, même s'il y a pas mal de librairies qui nous aident à le faire maintenant, mais en général, quand on veut tester qu'il y a bien une transformation de données, une transformation sur une structure de données, on va tester chacune des informations de ces structures de données et c'est assez rébarbatif à écrire, on va dire, les assertions. Donc là, en gros, vu qu'on a ça dans notre fichier approuvé, on n'a plus besoin d'écrire. Donc c'est moins d'assertions, c'est potentiellement moins de tests à écrire. Et pour travailler sur du code legacy, je vous recommande fortement de vous y intéresser. Ça permet réellement d'avoir une approche construite sur du refactoring de code legacy. Le property-based testing, une autre approche de test qui n'est pas vraiment connue ou peu connue par les développeurs. Et rapidement, c'est quoi? L'idée, c'est de passer de ce qu'on fait d'habitude quand on fait du développement. On va se focaliser sur des exemples. On va dire, OK, pour tel développement, les cas de tests, ça va être ça, ça, ça et ça. En gros, on va dire, j'ai tel input, comme j'ai dit avant, je m'attends à avoir tel output, mais on va être forcément limité sur le nombre de cas de tests qu'on va pouvoir couvrir. C'est ce qu'on appelle l'example-based testing. Ça va nous permettre de valider que notre développement est bien conforme à ce que notre métier attend. Avec le propriété-based testing, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier les propriétés métiers qu'on veut tester. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vous laisserai lire a posteriori le détail. Mais l'idée, c'est quoi? C'est une fois qu'on a identifié ces propriétés métiers, cette propriété, elle sera toujours vraie, quelles que soient les données qu'on va lui donner en input. On va lancer en gros des valeurs random dans les tests. Ce qui va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de dire,
on va être compliance niveau feature, et surtout, on va avoir un scope couvert avec le property-based testing qui va être super large. Donc ça permet quoi, le property-based testing? Ça permet d'écrire beaucoup moins de tests. Il suffit d'identifier les quelques propriétés métiers qui sont liées à notre métier. Beaucoup moins de tests, meilleure couverture fonctionnelle. Ça va nous permettre, via les outils, ce qu'on appelle le fuzzing et le randomize, d'identifier des edge cases, donc des cas limites sur notre système. Par contre, le side effect, c'est que ça nécessite une grosse compréhension métier, afin d'isoler les propriétés qu'on va vouloir couvrir, tester. Ensuite, je me suis dit, OK, on parle de refactoring dans XP, c'est bien. Il y a plein de pratiques de refactoring qui ont émergé à travers ces 2 dernières décennies, on va dire. Il y en a une qui est super intéressante qui s'appelle le Mikado. Le Mikado, c'est quoi? Ça permet d'avoir une approche cartésienne du refactoring. J'ai quelque chose à modifier, j'ai quelque chose à refactorer. Je vais me dire, OK, comment je split ce travail-là? Et il y a une approche, l'approche Mikado permet de le faire, permet d'éviter le coup du je me lance dans un refactoring et je tire la pelote de laine. Je me retrouve avec plein de choses à modifier à droite à gauche, et puis je ne sais plus où j'en suis, je pars dans tous les sens, je ne sais plus pourquoi je dois faire ça, etc. etc. Et ça évite réellement de se perdre dans un refactoring. Le Mikado, ça va permettre vraiment de décomposer les tâches de refactoring en plus petites tâches, et notre code, il ne se trouvera jamais dans un état instable. Donc, je vous invite fortement à regarder comment ça se passe. Pareil, je vous ai mis un lien sur un petit kata que vous pouvez faire à la maison. Et il y a autre chose sur le testing. J'accompagne quand même, ces dernières années, j'ai accompagné beaucoup d'équipes. Et ce que j'ai pu voir, c'est que les aspects de testing, OK, bien souvent, il y a des grosses couvertures de tests. On va mettre des indicateurs. On va être content quand on va voir qu'on a 60, 80, 90% de coverage sur notre code. Mais bien souvent, quand on creuse, soit les tests sont mal écrits, soit on ne teste pas la bonne chose. Voilà. Bref, il n'y a pas vraiment de qualité sur les tests. Le mutation testing, ça permet quoi? Ça permet justement de mesurer cette qualité et de prendre des actions correctives. Un truc que je pousse depuis maintenant pas mal d'années, et que je verrai bien dans un XP 2020, ce serait les sessions que moi j'appelle de co-design. L'idée, c'est quoi? C'est de se mettre tous ensemble, donc là, peut-être on va appeler ça en mob, se mettre tous ensemble quand on a une nouvelle fonctionnalité à commencer, se mettre tous ensemble en équipe et commencer à se répartir le travail, à designer les POJO, les contrats de service, se mettre des to-do dans le code, etc., etc. Vraiment s'aligner avant d'implémenter la moindre chose. Donc ça, c'est un truc que j'appelais des co-design dans mon ancienne vie de développeur. Et maintenant, ce qu'on a fait chez mon client actuel, on a scalé cette approche-là de co-construction, on va dire, au niveau architecture. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, l'architecture, elle va fournir des architectures high level, et ensuite, avec les experts techniques, tech lead, sécurité, ops, DBA par exemple, on va co-construire des solutions. Ce qu'on voit ici, le solution design, par exemple, mais aussi il y a d'autres choses qui vont pouvoir émerger, comme les architectures decision record, l'alimentation du knowledge base, l'alimentation d'un tech radar. Alors, il y a plein d'autres pratiques techniques qu'on pourrait pousser dans l'XP de 2020, mais pour moi, il n'y a pas que ça. Et donc, ce dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'était de dire, OK, il y a la technique, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi bien vivre en équipe. Et pour ça, ça rejoint aussi la question qu'il y a eu en fin de session dernière, celle de Samuel. En tant que développeur, qu'est-ce que je pourrais suivre qui m'aiderait dans mon quotidien? Et comment je pourrais être motivé à suivre des formations? Par le passé, j'ai pu donner des formations que moi j'appelais Software Craftsman, dans lequel justement je mettais ce genre de choses en avant, justement, le fait qu'il y a besoin de pratiques techniques, mais aussi besoin de soft skills, ce qu'on va appeler assez vulgairement soft skills d'ailleurs, dans une équipe, histoire d'amener cette ouverture, en fait, de commencer à intéresser les développeurs à d'autres choses qu'uniquement ce qu'on va appeler les hard skills. Et pour moi, dans le XP 2020, c'est primordial. On parle de communication comme une valeur centrale d'XP, mais comment on communique? Et là-dessus, justement, je pense qu'il y a plein de réponses dans ce qui existe à l'heure actuelle, notamment dans les confs agiles, on en voit souvent. La communication non violente, la programmation neurolinguistique, la process com, se comprendre les uns les autres. Et il y a quelque chose de primordial pour bien vivre en équipe qu'on ne sait pas faire. Je suis le premier à le dénoncer, je ne suis pas très bon là-dedans non plus. Mais il y a des méthodes pour donner du feedback. Oscar, Desk, OSBD, il y en a plein d'autres, qui permettent réellement de mieux vivre en équipe. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui devrait faire partie intégrante de cette XP 2020.
La facilitation, vous le disiez précédemment dans la session d'avant, la facilitation, pour moi, c'est des choses qui devraient s'acquérir aussi au sein de l'équipe. Tout le monde n'a pas, toutes les équipes n'ont pas la chance d'avoir un facilitateur dédié. Donc là-dessus, il y a plein de choses qui peuvent être travaillées par les équipes de dev. On va dire les liberating structures pour apprendre à disrupter ces meetings. Là, je sais qu'il y a Anne qui nous regarde, donc je vous invite à regarder les conférences de Anne sur le sujet, assister à ces workshops. Le Canvas 7P pour bien préparer ses meetings. Et surtout, un truc que je vois qui manque quasiment tout le temps, c'est de l'alignement avec son métier. Donc, et là-dessus, je pousse réellement pour que les équipes elles soient en mesure de faciliter des choses comme des event storming ou des story mapping. Alors, je vois que je suis déjà quasiment à court de temps. Je vais accélérer un peu. Après, il y a quelque chose de primordial aussi, c'est de travailler son côté leadership. Travailler le leadership au sein de l'équipe. Et là-dessus, justement, tout à l'heure, on parlait de responsabilité. Alors moi, j'aime bien ces livres-là, c'est des choses que je pousse pas mal dans les équipes que j'accompagne. Extreme Ownership, Leadership is a Language, de David Marquet, d'ailleurs, deux livres de David Marquet sur le sujet. Des outils du management 3.0 qui permettent de s'émanciper et de réellement prendre le leadership. Un autre truc qui s'appelle le host leadership. Mais il y a aussi quelque chose d'important dans une équipe pour bien vivre, c'est aussi de pouvoir se coacher et d'enseigner, pouvoir se coacher, donc essayer de trouver des solutions ensemble, mais aussi pouvoir enseigner, donner sa connaissance aux autres. Pour ça, pareil, je vous recommande un super bouquin, Training from the Back of the Room, qui vous permet de structurer votre approche d'apprentissage. Donc pour résumer, mon XP 2020, c'est quoi? C'est des pratiques de dev, voilà, j'ai appelé ça Dev Skills, des pratiques d'architecture, design, et des pratiques de communication. Ah, ça paraît beaucoup, surtout quand on voit le petit listing qui est en dessous. Donc pour moi, c'est quoi la clé de tout ça? Est-ce que je remettrais au centre d'XP 2020? Ça serait de l'apprentissage continu. Alors je sais que ça peut paraître bullshit, on entend souvent ce terme d'apprentissage continu, mais on peut se poser la question du comment. Alors ce que je pousse pas mal, c'est les communautés de pratique. Un très bon moyen de faire de l'apprentissage continu, c'est d'apprendre de ses pairs et d'animer des sessions, de se connecter les uns aux autres, partager la connaissance, apprendre ensemble et surtout résoudre des problèmes ensemble. Donc ça peut être un vrai canal d'apprentissage continu au sein des organisations. Un autre canal que j'apprécie énormément, je dois avouer que je n'ai jamais réussi à le mettre en place, qu'il faut réussir à convaincre du monde chez mes clients, mais c'est ce qu'Emily Bash appelle les learning hours. Donc elle est coach agile technique aussi, et elle organise ce qu'elle appelle des learning hours, donc 1 heure par jour dans chaque équipe, et se focalise sur l'apprentissage de nouvelles choses. On va dire de manière générale, ça peut être via des katas, ça peut être la lecture d'articles, ça peut être tout et n'importe quoi. 1 heure par jour. Un truc aussi qu'on a créé avec 2 autres collègues qui s'appelle les extrêmes. Voilà, rien à voir avec la politique, je vous rassure tout de suite. C'est Extreme Reading et Extreme Watch. L'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre tous ensemble. Donc, comment? Extreme Reading en lisant 2 livres de manière collective en 1 heure. Extreme Watch, c'est en faisant une activité de veille qui soit non plus individuelle, mais collective. Donc, c'est 2 formats que vous retrouverez assez facilement et que je vous invite à expérimenter aussi dans votre organisation. Il y a un dernier point, c'est ce que moi je fais au quotidien qui permet aussi l'apprentissage continu. Et là, je vais citer, donc Émilie, j'ai déjà cité, et Philippe Bourgault, je ne sais pas s'il est à Agile Tour, mais c'est un habitué des confs agiles. Il a un super blog sur le sujet. Et moi, tel que je vois le rôle, en tout cas, je nous vois en tant que accélérateur d'apprentissage des équipes. Donc, on aide les équipes à grandir, tout en étant humble, bien sûr, et en apprenant les uns les autres. Et on est vraiment dans les équipes pour les aider à grandir sur les différentes choses que j'ai pu citer avant, via des learning hours, du mob programming, du coaching, des sessions, enfin de la mise en place de framework, ou peu importe. Donc, juste pour conclure, là, je vais reprendre une citation d'Alan Kelly, que j'aime beaucoup. Create your own process, don't follow someone else's prescription. Je me suis posé la question et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas forcément d'XP 2020. XP, ça a été conçu pour répondre à des problématiques de 90, des années 90. On est maintenant en 2020. Peut-être qu'il faut qu'on crée nos propres process, qu'il faut arrêter de se laisser driver par des scrums, des XP et ce que font les autres. Peut-être qu'il faut commencer à se dire, OK, comment j'expérimente, comment je peux apprendre et créer une nouvelle version d'XP qui correspondrait plus à ce dont j'ai réellement besoin dans mon organisation. Donc pour moi, un besoin vital, c'est d'apprendre à apprendre et c'est d'expérimenter surtout. Voilà pour moi. Merci, Johan.